C'était la 3e soirée entre filles en une semaine. Et quand elle en est revenue, une toute nouvelle vie. Avant de commencer, merci de vous abonner et d'aimer la vidéo. Tu plaisantes, j'espère? Encore un enterrement de vie de jeune fille. C'est le 3e cette semaine. Brianna n'a même pas bronché. Juste adossée au comptoir en granit, les bras croisés, son bracelet en or scintillant sous l'éclairage encastré. Le même éclairage que nous avions choisi ensemble l'automne dernier, à l'époque où les choses semblaient encore réelles. Ce n'est pas de ma faute si toutes mes amies se marient en même temps, dit-elle, son ton trop léger, trop récité. Désolé si ma vie sociale t'offense. J'ai soutenu son regard. Elle ne m'offense pas. Elle me déroute. Il y eut une pause. Une de ces longues pauses résonnantes où le silence pèse si lourd qu'il a presque un poids. Sa lèvre s'est légèrement retroussée, juste assez pour piquer. Tu fais toujours ça, Daniel. Tu deviens suspicieux dès que je quitte la maison sans toi. C'est épuisant. J'ai pris une profonde inspiration, stabilisant ma voix. Il ne s'agit pas du fait que tu sortes. Il s'agit de voir à quel point tu aimes sortir. Ça a fait mouche. Je l'ai vu dans le vacillement de ses yeux. Juste un clignement un peu trop long avant qu'elle ne se détourne et ouvre un placard, faisant semblant de chercher quelque chose. Tu as besoin d'aide, a-t-elle marmonné. La paranoïa ne te va pas bien. Et la manipulation psychologique ne te va pas bien non plus, ai-je répliqué, plus sèchement que je ne le voulais, mais nous en étions là. Elle a claqué la porte du placard. Tu es incroyable, et tu n'essaies même plus de le cacher, ai-je dit. 3 soirées en 7 jours. Même histoire, même taxi. Tu rentres à la maison rayonnante comme si tu venais de gagner à la loterie. Je ne savais pas que nous avions acheté des billets pour ça. Elle s'est retournée brusquement, les yeux flamboyants. Si tu es si malheureux, Daniel, pourquoi ne pars-tu pas, tout simplement? Va t'asseoir dans ton précieux silence où rien n'est jamais remis en question. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Son chemisier de créateur était parfaitement rentré, son rouge à lèvres intact, son téléphone serré dans sa main droite comme une bouée de sauvetage. Non, dis-je doucement. Pas cette fois. Ses narines se sont dilatées. Tu ne vas pas me contrôler. Je ne veux pas te contrôler, Bri. Je veux que tu dises la vérité. Juste une fois. Elle m'a fixé une seconde comme si j'étais une énigme qu'elle était lasse de résoudre. Puis, avec un mouvement de cheveux et un ricanement si théâtral qu'il aurait pu mériter des applaudissements, elle a attrapé son sac à main sur le tabouret et est passée devant moi en trombe. La porte d'entrée a claqué si fort que les murs ont tremblé. Et à cet instant, j'ai su. Pas soupçonné, pas inquiété, j'ai su. J'ai attrapé mon manteau et mon portefeuille avec la précision calme de quelqu'un qui n'avait plus rien à débattre. J'ai enfilé mes baskets, laissé les lumières allumées, sans même prendre la peine de verrouiller la porte. De la fenêtre du couloir obscur, j'ai vu le taxi arriver. Même compagnie que les 2 fois précédentes. Même chauffeur, aussi. La familiarité engendre le mépris. Je suis monté dans ma voiture, assez loin derrière pour ne pas être remarqué. Assez près pour ne pas la perdre. Alors que les feux arrière clignotaient et disparaissaient sur l'avenue Maple, quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Pas du chagrin, pas de la peur, de la clarté. J'ai construit une vie avec cette femme, une vie honnête et stable. 9 ans de liste de courses partagées, de système de pliage de chaussettes, de mardi soir tranquille avec des plats à emporter et des rediffusions. Nous avions un rythme. Pas accent grave-l'œil, pas grandiose, mais réel. Je gère les comptes pour une chaîne régionale de quincaillerie. Rien de palpitant, mais stable. Je suis le type qui sait où chaque tournevis finit et quel taux de démarque est tolérable au 4e trimestre. Le genre d'homme qui réserve la même location à la plage chaque été, laisse de trop gros pourboires dans les dîners, et pensait que l'amour signifiait ne pas flancher quand les choses devenaient difficiles. Il s'avère que Brianna ne voulait pas de stabilité. Elle voulait un scénario de film. Eh bien, elle est sur le point d'en avoir un. Ensuite, je suis resté assis dans ma voiture, l'horloge du tableau de bord faisant plus de bruit que le moteur. Mes mains étaient stables, ma poitrine serrée, et mon instinct me murmurait, suis ce taxi. Car quoi qu'elle cache ce soir, ce n'était pas juste une fête. Et cette fois, je ne demandais pas la permission de le découvrir. Je l'ai suivi à une distance de sécurité. La circulation en ville m'a aidé.
Le taxi de Brianna se faufilait entre les fils, me donnant assez de couverture pour rester en retrait sans éveiller les soupçons. Mais ma prise sur le volant se resserrait à chaque pâté de maison. Mes yeux ne quittaient pas cette tache jaune devant moi. Pas même lorsque le feu est passé au rouge. Je l'ai grillé. Il ne s'agissait plus d'un dîner. Il s'agissait de la vérité. Et j'en avais assez d'attendre qu'elle franchisse ma porte d'entrée. Elle ne m'a pas remarqué. Bien sûr que non. Elle était penchée en avant sur la banquette arrière, animée, probablement en train d'envoyer des textos ou de répéter un mensonge qu'elle livrerait plus tard avec un sourire et un baiser sur la joue. Le taxi a finalement ralenti près de Kensington Street, une artère bordée de restaurants haut de gamme, du genre avec des listes d'attente pour le brunch et des nappes blanches à minuit. Je me suis garé sur une place de parking en face d'un petit café. Juste au moment où le taxi s'arrêtait, j'ai éteint mes phares. Brianna est sortie comme si elle glissait. Ses talons ont frappé le trottoir en un rythme parfait. Une robe noire épousant chacune de ses lignes comme si elle avait été faite sur mesure pour ce soir. Ses cheveux brillaient sous la lueur de l'enseigne au-dessus d'elle. Elle a vérifié son téléphone une fois, puis a regardé en haut de la rue, et c'est alors qu'elle est apparue. Une élégante Mercedes noire a tourné au coin de la rue comme si la route lui appartenait. Elle n'a pas tourné au ralenti. Elle n'a pas klaxonné. Elle s'est simplement arrêtée devant elle, comme si elle savait que c'était sa place. Brianna n'a pas hésité, a ouvert la portière côté passager et s'est glissée à l'intérieur comme si c'était une seconde nature. Aucune hésitation, aucune confusion. J'ai à peine eu le temps de respirer. Mon téléphone était déjà dans ma main. L'application appareil photo ouverte. J'ai pris une rafale de photos. Elle entrant dans la voiture, la plaque d'immatriculation, le moment où elle est partie. Clic, clic, clic. Ils sont partis et je ne les ai pas suivis. Je suis juste resté assis là, dans cette voiture silencieuse, les images déjà gravées dans mon esprit. Brianna s'était habillée pour quelqu'un d'important, et je n'étais pas sur la liste des invités. Je me suis adossé à mon siège, le téléphone encore lumineux avec les photos que je venais de prendre. Quelque chose s'est tordu en moi. Pas de la rage, pas de chagrin d'amour, juste une confirmation. Elle n'était pas sortie dîner avec les filles. Elle se faisait conduire dans le monde de quelqu'un d'autre, un monde qui n'incluait pas l'optimisme prudent de son mari ou les mardis soirs tranquilles. Je suis entré dans le café comme si j'avais besoin d'air. J'ai commandé un expresso que je ne voulais pas. Je me suis assis près de la fenêtre du fond, les yeux fixés sur le trottoir où elle s'était tenue quelques instants auparavant. J'ai essayé de donner un sens à tout ça. J'ai essayé de lui accorder le bénéfice du doute. Peut-être que c'était un Uber Black. Peut-être qu'elle prenait juste un taxi pour retrouver des amis à l'intérieur. Mais sa façon de bouger, l'aisance, le timing, ça ne collait pas. Ça criait la certitude. J'ai regardé l'heure. Elle rentrerait tard, comme les autres soirs. Elle rentrerait toute rayonnante, sentant le sel de mer et le safran. Rirait de mes questions, m'embrasserait sur la joue, me demanderait si je voulais les restes de risotto, et j'acquiescerais, faisant semblant de croire. Pas ce soir. Ce soir, j'en avais assez vu pour enterrer le déni à 6 pieds sous terre. Vous savez ce qui est étrange? Quand la trahison confirme ce que vous craignez déjà, ce n'est pas comme un choc violent. C'est comme une expiration. Comme si on sortait enfin d'une pièce qui se remplissait lentement de fumée. Et assis dans ce café, entouré d'inconnus sirotant des lateurs de prix, j'ai réalisé quelque chose de glaçant. Elle n'avait même pas essayé de brouiller les pistes, ce qui signifiait qu'elle ne pensait pas en avoir besoin. Cela en dit plus que n'importe quelle liaison. Je suis resté 1 heure de plus, à regarder la porte par laquelle elle n'est jamais revenue. La Mercedes était partie. Brianna aussi. J'ai fini l'expresso. Il était amer et froid, tout comme la vérité que j'étais enfin prêt à affronter. Puis je me suis levé, je suis retourné dans l'air de la nuit et j'ai marché vers ma voiture. Quel que soit le monde dans lequel elle pensait se glisser dans mon dos, j'en avais fini de jouer l'imbécile. Quand je suis rentré à la maison, l'appartement était silencieux. J'ai laissé tomber mes clés sur la table du couloir et j'ai enlevé mes chaussures. Tout était encore à sa place. La photo de mariage encadrée dans le couloir, le léger parfum de citron du désodorisant que Brianna insistait pour utiliser. La normalité s'accrochait à l'espace comme un costume que personne ne prenait la peine d'enlever. Je me suis assis sur le bord du canapé, le manteau encore sur moi, les doigts faisant défiler distraitement les photos sur mon téléphone.
Elle dans cette robe, la voiture, cette entrée soignée et délibérée. Tout était là, horodaté et réel. J'aurais dû me sentir vengé. Au lieu de cela, tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. La porte d'entrée s'est ouverte exactement 38 minutes plus tard. « Salut chérie », a lancé Brianna, la voix vive, sucrée, comme si elle sortait d'une journée au spa, pas d'un rendez-vous. Ses talons ont claqué sur le parquet alors qu'elle entrait. « Tu n'as pas attendu, j'espère ?» Je n'ai pas bougé, j'ai juste regardé par-dessus mon épaule. Elle était là, le manteau drapé sur un bras, la pochette dans l'autre, les joues rougies par le vin et quoi que ce soit d'autre. Elle m'a fait ce sourire chaleureux qu'elle faisait toujours quand elle voulait me détourner de la piste. Le dîner a duré longtemps. Tina était un peu émotive. Tu sais comment elle est. Bien sûr, dis-je doucement. Elle est entrée dans la cuisine, ouvrant les placards avec ce rythme étudié, comme si tout était parfaitement normal. Tu as faim? Je pensais faire des pâtes demain soir, celles aux truffes que tu aimes. Je la regardais bouger. Comment elle fredonnait doucement en attrapant un verre. Comment ses doigts dansaient sur la bouteille de vin, versant juste la bonne quantité. Pas trop peu, jamais trop. J'ai un peu mal au dos, ai-je marmonné en me levant. Je pense que je vais dormir par terre ce soir. Le canapé me dérange. Ça l'a arrêté. Elle s'est retournée, le verre de vin en l'air. Par terre? Daniel? C'est ridicule. Prends juste le lit. Ça va, dis-je, me dirigeant déjà vers le couloir. Je vais chercher un oreiller. Sérieusement, a-t-elle appelé après moi, un rire nerveux poursuivant ses mots. Tu fais du cinéma. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste allongé sur le tapis de la chambre d'amis, le bras plié derrière la tête, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond qui tournait lentement dans le noir. Je pouvais encore l'entendre dehors, faisant teinter la vaisselle, faisant couler l'eau, prétendant que rien n'était déplacé. C'est fou comme quelqu'un peut vous regarder droit dans les yeux et mentir avec le même ton qu'il utilisait pour dire « je t'aime ». Mais voilà. Ce qui m'a vraiment secoué, ce n'est pas le mensonge lui-même. C'est à quel point il était rodé. Avec quelle facilité elle portait ce sourire, se déplaçait dans notre cuisine comme si elle ne venait pas d'effacer les fondations de tout ce que nous avions construit. Et peut-être le plus effrayant, c'est qu'elle pensait que je ne m'en rendais pas compte. Cette nuit-là, elle n'a pas insisté. Elle ne s'est pas glissée à côté de moi ni ne m'a demandé pourquoi je n'étais pas au lit. Elle m'a juste laissé là, recroquevillé sur le parquet et le silence. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas connaître la réponse. Ou peut-être qu'elle la connaissait déjà. J'ai trouvé Jonah grâce à un forum que je n'aurais jamais pensé visiter. Un de ces coins tranquilles d'internet où les gens partagent des histoires trop douloureuses pour la lumière du jour. Il n'était pas tapa accent grave-l'œil, pas de trench coat noir ni de voix grave et rocailleuse. Juste un homme aux yeux doux et au ton encore plus doux. Le genre de personne qui écoute jusqu'au bout avant d'offrir un seul mot. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner coincé entre une librairie et un magasin de vapotage. Banquette en vinyle, menu collant, un café qui sentait le courage brûlé. Je me suis assis en face de lui, remuant nerveusement du sucre dans une tasse que je n'avais pas l'intention de boire. « Alors, qu'est-ce qui vous rend si sûr ?» demanda Jonah, les yeux calmes, un stylo posé sur une serviette en papier au lieu d'un carnet. « Elle a menti, dis-je. Mais ce n'était pas seulement ça. C'est à quel point elle était douée pour ça. Comme si elle le faisait depuis un moment. » Il a hoché la tête. La plupart des gens pensent que les menteurs se trahissent. La vérité, c'est que les plus expérimentés ne le font jamais. Ils jouent un rôle. Vous n'êtes pas paranoïaque, Daniel. Vous êtes attentif. Cette phrase m'a touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Je lui ai tendu les photos. Granuleuses, mais assez claires. Brianna, la Mercedes, ce restaurant de fruits de mer avec ses colonnes blanches et son éclairage saphir. Le genre d'endroit que je réservais pour les anniversaires. Jonah les a parcourus tranquillement. Aucune réaction, aucun jugement. C'est seulement elle que vous voulez que je suive, a-t-il demandé. J'ai réfléchi un instant. Elle est celui qui conduit cette voiture. Il a lentement hoché la tête. Je peux travailler avec ça. Discrètement. Il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant en lui. Pas froid, pas clinique, juste calme, comme s'il n'était pas là pour être choqué, juste pour être utile.
J'ai expiré pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des jours. Depuis combien de temps faites-vous ça, ai-je demandé. 15 ans, a-t-il répondu. J'ai commencé après mon propre divorce. J'ai surpris mon ex avec son associé. Elle était si convaincante. Je me suis vraiment senti coupable de la soupçonner. J'ai cligné des yeux, surpris par sa franchise. Que s'est-il passé? J'ai perdu la maison. Elle a gardé le chien. J'ai eu un appareil photo et une nouvelle carrière. Il a souri faiblement. Il s'est avéré que l'objectif disait mieux la vérité que la plupart des gens. Quelque chose à ce sujet m'a marqué. Il a fait glisser une carte sur la table, blanche, sans logo, juste son nom et son numéro. Vous aurez de mes nouvelles d'ici jeudi, a-t-il dit. D'ici là, faites comme si vous dormiez. C'est là que les gens montrent leur vrai visage. En retournant à ma voiture, je me sentais étrange. Pas heureux, pas même soulagé, juste moins seul. Comme si, pour la première fois dans ce désordre qui s'effilochait, quelqu'un était de mon côté. Je ne savais pas ce que Jonah trouverait ni jusqu'où la pourriture s'était étendue. Mais je savais une chose. Si Brianna pensait que j'allais rester tranquillement dans le noir pendant qu'elle réécrivait les règles, elle ne me connaissait pas du tout. Les fleurs ont cessé d'arriver en premier. Chaque jeudi depuis 5 ans, je ramenais des tulipes ou des marguerites, les plus fraîches que je trouvais. Brianna faisait toujours tout un plat pour les arranger dans ce vase en verre de notre lune de miel à Mendocino. C'était devenu notre tradition tacite, comme sourire pour des photos que nous n'encadrions plus. Mais ce jeudi-là, je suis passé devant le stand de fleurs de la 8e rue sans même y jeter un coup d'œil. À la maison, elle l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. Ses yeux ont filé vers l'îlot de la cuisine, puis sont revenus vers moi, mais elle n'a pas dit un mot. Elle a juste lissé la manche de son chemisier et m'a demandé comment s'était passée ma journée. Bien, ai-je répondu en enlevant mon manteau, me dirigeant déjà vers la salle de bain. J'ai commencé à préparer le petit déjeuner uniquement pour moi. Toast, exactement comme je les aimais, sans lui demander comment elle voulait les siens. J'ai laissé sa part dans la poêle une fois. Elle n'est entrée dans la cuisine que lorsque l'odeur avait disparu. Je ne l'ai pas empêchée de prendre mon bras la nuit, mais je ne me suis pas non plus penché vers elle. Et quand elle portait ce pull gris doux que je complimentais toujours, je n'ai rien dit. Elle remarquait tout, mais elle jouait la carte de l'indifférence. Il y avait un désespoir silencieux dans ses tentatives de me faire sortir de ma coquille, en suggérant un film, en allumant des bougies au dîner, en effleurant ma épaule en passant. Tout était subtil, tout était répété. Mais je suis resté dans mon coin de l'appartement comme si c'était un pays à part. Un soir, elle s'est appuyée contre le cadre de la porte pendant que je préparais mon sac de sport, faisant semblant de ne pas observer chacun de mes mouvements. « Est-ce que ça va entre nous ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai fermé le sac. Tu veux que je mente? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, a souri faiblement. On a tous les deux été très occupés ces derniers temps. Bien sûr, dis-je en passant à côté d'elle. Cette nuit-là, je l'ai entendue pleurer sous la douche. Pas fort, pas de manière désordonnée, juste des sanglots silencieux et constants contre le carrelage. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas ouvert la porte. Je me suis juste assis sur le bord du lit, fixant mon propre reflet dans la fenêtre sombre, essayant de reconnaître l'homme qui me regardait en retour. Il y a un certain pouvoir dans le silence. Je n'ai pas crié, pas accusé. J'ai juste cessé de participer. Et d'une manière ou d'une autre, cela l'a secoué plus que n'importe quelle confrontation n'aurait pu le faire, car le silence ne peut être argumenté. Il n'a pas besoin de preuves. Il existe simplement, comme l'air froid dans une pièce qui était autrefois chaude. Brianna a recommencé à mettre la table pour deux. Elle a ajouté de la cannelle au café qu'elle oubliait autrefois. Elle portait mon parfum préféré, mais tout cela ressemblait à une performance mise en scène pour un public qui n'applaudissait plus. Nous partagions toujours un espace, échangions toujours des banalités. Mais l'intimité avait disparu. Et chaque jour qui passait, je pouvais voir la question grandir derrière ses yeux. Quand a-t-il cessé de m'aimer? La vraie réponse? La nuit où elle a pensé que j'étais assez stupide pour ne pas le remarquer. L'appartement était d'un calme mortel. Même le bourdonnement habituel du réfrigérateur semblait s'être adouci, comme s'il ne voulait pas déranger. Le genre de silence qui vous fait entendre votre propre pouls, qui fait que le tic-tac de l'horloge murale ressemble à un compte à rebours. J'étais allongé sur le tapis de la chambre d'amis,
un oreiller sous la tête, les bras croisés, les yeux rivés sur le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de moi. Il ne bougeait pas assez vite pour me distraire, juste assez pour m'hypnotiser. Je n'étais pas fatigué. Mon corps était lourd, mais le sommeil était loin. Dans la pièce à côté, j'entendais Brianna bouger, des pas légers, un tiroir qui se ferme, l'eau qui coule. Elle essayait toujours de faire semblant, de prétendre que je traversais juste une phase. Que cette distance était un gel temporaire dont je finirais par me dégeler. Mais je n'étais pas gelé. J'étais lucide. C'est à ça que ressemblait la lucidité. Froide, tranchante, et presque belle dans sa cruauté. Ce qui est drôle, c'est que je n'avais pas crié. Je ne l'avais pas confrontée avec les photos, je n'étais pas parti en claquant la porte ou en jouant au détective devant elle. Pas de confrontation à la Hollywood dans la cuisine, juste un pas en arrière silencieux, et ça la rendait folle. Je le voyais dans la façon dont elle souriait trop vivement et dont ses mains s'agitaient quand je ne l'embrassais pas au revoir le matin. La façon dont elle s'attardait dans l'encadrement de la porte plus longtemps que d'habitude, attendant un signal que tout allait bien entre nous, mais je ne le lui donnais pas parce que je n'allais pas bien. J'étais éveillé. Comment les gens font-ils? Comment regardent-ils quelqu'un dans les yeux tous les jours, partagent des repas, rient de publicités stupides, prétendent qu'ils s'en soucient tout en vivant cette vie à double écran? Comment peut-on se glisser dans le lit d'un homme que l'on sait trahir et lui demander quand même comment s'est passée sa journée? Comment ce genre de dualité ne déchire-t-il pas une personne de l'intérieur? Peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que certaines personnes sont faites pour ça. Des cœurs compartimentés comme un classeur avec des secrets derrière chaque tiroir. Peut-être que Brianna était l'une d'entre elles. Mais pas moi. C'est pourquoi je ne pouvais pas crier, je ne pouvais même pas la haïr complètement. Je fixais simplement ce plafond nuit après nuit. Étonné de voir à quel point il était devenu facile de vivre dans les décombres de ce que j'appelais autrefois un foyer. Il ne s'agissait plus de trahison. Il s'agissait maintenant d'observation, de la regarder s'effilocher fil par fil pendant qu'elle souriait et m'offrait du café. Et sous tout cela, une question se formait, une question dangereuse. Et si je pouvais faire plus que simplement la surprendre? Et si je pouvais la laisser tenir les décombres qu'elle pensait me remettre? L'horloge a de nouveau sonné. 1h15 du matin. Je me suis tourné sur le côté, fixant le coin vide de la pièce où la lumière du couloir se déversait comme une confession silencieuse. Je l'imaginais endormie sur notre lit, les bras enroulés autour d'un oreiller qui était autrefois le mien. Je me demandais quel rêve elle vivait maintenant et s'il en valait le prix. Jeudi matin, mon téléphone a vibré avec un message de Jonah. Retrouve-moi à 10h30. Même endroit. Ce dîner avait déjà commencé à ressembler à un deuxième bureau. Je me suis glissé dans la banquette du coin, l'odeur de bacon brûlé et de vieux sirop s'accrochant à tout. Jonah était déjà là, une petite enveloppe en papier craft sur la table à côté de son café. Pas de sourire, pas de bavardage, juste un signe de tête. Il a poussé l'enveloppe vers moi comme si elle pesait quelque chose. Je l'ai ouverte lentement, mes doigts étrangement stables. Première photo. Brianna debout trop près d'un grand homme en costume ardoise. Son patron, je l'ai reconnu de la fête de Noël de son travail l'hiver dernier. Il avait une façon élégante de tenir un verre de vin, comme s'il voulait que tout le monde sache qu'il appartenait au salon chic. La deuxième photo, sa main sur le bas de son dos, le genre de contact qui n'arrive pas par accident. La troisième, ils s'embrassaient, pas dans une ruelle sombre ou sur une banquette arrière. Juste devant leur immeuble de bureau, en plein jour, comme si ce n'était pas leur première fois, comme si c'était une routine. J'ai expiré fortement, les lèvres serrées, la gorge sèche. J'ai posé la photo comme si elle pouvait me brûler la peau. Mais Jonah n'avait pas fini. Il y a plus, a-t-il dit, passant à la deuxième série. Le patron de votre femme a une activité secondaire. J'ai haussé un sourcil. Pas prêt pour ce virage. Il a disposé une autre série de photos, cette fois du même homme dans le même costume, serrant la main d'homme que je ne reconnaissais pas. Des costumes trop impeccables, des sourires trop vifs. En arrière-plan, le logo d'une entreprise rivale. Un que j'avais vu sur les bandeaux d'information à propos d'acquisitions douteuses et de fraude. Jonah s'est penché en avant. Il vend quelque chose. Peut-être des informations. Peut-être des listes de clients. Je ne peux pas encore le dire, mais ces réunions sont officieuses. Tard le soir. Ce type joue un jeu dangereux. Et Brianna, ai-je demandé.
Elle est impliquée, a dit Jonah avec précaution. Peut-être pas dans les affaires, mais elle est sa couverture ou sa motivation. La pièce m'a soudain semblé plus froide. J'ai de nouveau regardé les photos. Une série confirmait ce que je craignais. L'autre laissait entrevoir quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui pourrait faire imploser son travail, sa carrière, peut-être même l'entreprise elle-même. Jonah m'a observé attentivement. Vous vouliez la vérité. Je vous l'ai apportée. Mais je dois demander. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Je n'ai pas répondu tout de suite, car pour la première fois dans tout ce gâchis, j'avais le pouvoir, pas seulement la connaissance, mais un levier. Il y a un moment dans chaque tempête où l'on cesse d'avoir peur du tonnerre. Où l'on arrête de se cacher sous les couvertures et où l'on commence à se demander ce qui se passerait si l'on sortait et si l'on criait en retour au ciel. C'était ce moment pour moi. Je n'étais plus seulement le mari trahi. J'étais l'homme qui tenait l'allumette et qui regardait l'essence se répandre. Quand je suis rentré à la maison, Brianna était au comptoir, pieds nus, sirotant du thé comme si elle n'avait pas passé la nuit enlacée à l'avenir d'un autre homme. Elle a levé les yeux et a souri. « Salut, tu es rentré tôt. » J'ai hoché la tête, je l'ai embrassé sur la joue, et à l'intérieur, j'écrivais déjà sa fin. J'ai attendu 3 jours, assez longtemps pour être sûr. Assez longtemps pour regarder Brianna reprendre sa routine, de nouveau confiante, fredonnant en préparant son sac de sport, flottant dans l'appartement comme si rien de sombre ne subsistait entre nous. Ce matin-là, j'ai glissé l'enveloppe dans une plus grande enveloppe matelassée, anonyme, intraçable, envoyée directement au siège social de son entreprise. À l'intérieur, j'ai placé les photographies que Jonah avait prises, non seulement de la liaison, mais aussi du patron, des réunions secrètes, des cadres véreux au sourire trop nombreux et à l'éthique trop rare. Et une chose de plus, une clé USB. Dessus, un fichier audio. Jonah avait capté quelques minutes de conversation, assez pour soulever des sourcils. Des phrases comme « frais d'incitation »,« redirigez la liste des clients » et « gardez-la près de vous pour qu'elle ne pose pas de questions ». Je n'ai pas inclus mon nom. Pas besoin. La vérité n'a pas besoin de signature quand elle est emballée dans des preuves. Comme touche finale, j'ai ajouté un accessoire d'une autre époque. Un disque vinyle vintage, fissuré dans un coin. Un peu de drame ne fait jamais de mal. L'étiquette avait été remplacée par un autocollant qui disait simplement « Jouez-moi ». Vous entendrez la vérité. Les retombées ont commencé 2 jours plus tard. Brianna est rentrée tôt, ses clés tintant comme des cloches d'avertissement. Sa voix était vive. Trop vive. Devine quoi, dit-elle de la cuisine en se versant un verre de vin. Mon patron est en congé. Quelque chose à voir avec un problème de conformité. C'est le chaos total. Les RH sont en panique. Elle a ri. Ce n'était pas un rire nerveux. C'était un rire étourdi. Je me suis retourné du salon. En congé? Ouais. Avec effet immédiat. La rumeur dit que quelqu'un a envoyé une information, complètement à l'improviste. Ils examinent tout. Je me suis appuyé sur le cadre de la porte, jouant l'idiot. Bizarre. Elle a hoché la tête, faisant tourner son verre de vin par la tige. Honnêtement, ça n'aurait pas pu arriver à un type plus gentil. Cette dernière phrase. C'était la première chose vraie qu'elle disait depuis des semaines. Ce qui a suivi m'a surpris. Elle ne s'est pas effondrée. Elle n'a pas sombré. Elle s'est adoucie. Elle a commencé à se réveiller avant moi, à préparer des œufs, du pain grillé, le café avec de la cannelle à nouveau. Elle m'envoyait des textos pendant la journée, des petites choses, des mèmes, des questions sur le dîner, comme si nous sortions à nouveau ensemble. Et la nuit, elle se blottissait contre moi comme si le sol n'avait jamais fait partie de notre routine. Je ne la touchais pas, je ne l'embrassais pas, mais je la laissais faire semblant. Je m'attendais à de la culpabilité. Ce que j'ai eu, c'est qu'elle s'est accrochée plus fort. Peut-être qu'elle sentait le changement. Ou peut-être que la perte de son patron l'avait laissée à la dérive et que j'étais l'encre la plus proche. Quoi qu'il en soit, ça me dégoûtait, parce que maintenant je savais qu'elle ne m'avait pas trahi par accident. Elle m'avait utilisé comme sa normalité tout en vivant un fantasme tordu. Et quand son fantasme est parti en fumée, elle est revenue en rampant vers les décombres, espérant qu'il ressemblait encore à un foyer. Mais ce n'était plus le cas. Plus maintenant. Une nuit, j'étais allongé à côté d'elle, sa tête sur ma poitrine, sa respiration lente de sommeil,
et j'ai réalisé quelque chose de glaçant. Elle pensait que je lui pardonnais, mais ce n'était pas le cas. Je lui donnais juste assez de paix pour ne pas voir la prochaine vague arriver. Elle rayonnait à nouveau. Pas le même éclat qu'auparavant. À l'époque où elle rentrait drapée dans le parfum de quelqu'un d'autre, les lèvres encore porteuses de secrets. Non, celui-ci était plus doux, plus domestique. Elle pliait le linge en silence, a commencé à laisser des notes manuscrites près de mon café. Passe une bonne journée. N'oublie pas ton parapluie. Des petits cœurs à côté de son nom. Cela aurait pu paraître adorable si je n'avais pas su mieux, mais je savais. Parce qu'à chaque fois qu'elle me touchait, je pensais à ce baiser devant le bureau, à cette réunion derrière les vitres teintées, à cette note vocale où son nom était sous-entendu comme une monnaie d'échange. Et maintenant, elle faisait pénitence, agenouillée à l'autel de la routine. Mais je n'étais pas son confesseur. J'étais son jugement. Le bureau de l'avocat était sombre et efficace. Pas de bavardage, juste de la paperasse et de la précision. J'ai signé ce qu'il fallait, déplacé des fonds en silence, transféré ce qui était à moi hors de portée, mis des alertes sur chaque compte joint, gelé des cartes qu'elle utilisait rarement. Quand l'avocat a fait glisser le document final sur la table, les papiers du divorce, préparés discrètement et prêts à être déclenchés, je n'ai rien ressenti. Pas de nervosité, pas d'hésitation, juste une conclusion qui se chargeait au ralenti. Vous êtes sûr de vouloir les lui remettre en personne, a demandé l'avocat. Absolument, ai-je répondu. Je sais exactement où je veux qu'elle soit quand elle les lira. Ce soir-là, j'ai réservé une table au même restaurant où elle était entrée une fois si confiante. Celui avec les lumières saphir, où la trahison s'était déroulée comme un film muet auquel je n'avais jamais été invité. J'ai choisi une table dans un coin avec une vue dégagée sur l'entrée. Calme, posé, puis j'ai attendu. À la maison, les choses étaient presque romantiques. Elle a préparé le dîner, a replié ses jambes sous elle sur le canapé, a ri à des blagues qui n'étaient pas drôles, a touché ma main plus souvent que nécessaire. Je n'ai pas résisté. Je l'ai laissé se draper de normalité. Mais à chaque fois qu'elle détournait le regard, je l'étudiais, mesurant cette version d'elle, celle qui se dépêchait de reconstruire un pont qu'elle avait déjà brûlé. Elle pensait que je dégelais. Elle pensait qu'elle avait gagné. Et c'est ce qui rendait la suite si parfaite. Le soir de la réservation, je me suis habillé comme si c'était juste un autre rendez-vous. Chemise boutonnée, la montre qu'elle m'avait offerte pour notre anniversaire. Un sourire calme. Elle l'a remarqué. Tu es beau. Toi aussi, dis-je. J'avais envie de m'habiller. Ses yeux se sont illuminés, pleins d'espoir. Elle portait une robe vert foncé, des boucles douces dans ses cheveux, presque comme la première fois où nous étions allés danser. Elle ne savait pas qu'elle s'habillait pour sa propre condamnation. Nous sommes arrivés pile à l'heure. Je l'ai laissé passer devant, les regarder marcher comme si tout était réparé. Elle m'a jeté un regard en arrière une fois avec ce sourire timide, celui qu'elle utilisait quand elle pensait m'avoir enroulé autour de son petit doigt. On nous a installés, les serviettes ont été dépliées, les menus proposés. Elle m'a regardé avec un doux sourire. Cet endroit me rappelle des souvenirs. J'ai rendu son sourire. À moi aussi. Et puis, sans cérémonie, j'ai fait glisser l'enveloppe en papier craft sur la table. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est ? Je me suis penché en arrière, les yeux fixes. Ta conclusion. Le serveur n'avait même pas encore versé l'eau. Et déjà, le sol sous ses pieds s'était dérobé. Elle a fixé l'enveloppe comme si elle pouvait siffler. Ne l'a pas prise. N'a pas scié. Ouvre-la, dis-je doucement. Les doigts de Brianna tremblaient alors qu'elle la faisait glisser vers elle, soulevant lentement le rabat. Un léger bruissement alors qu'elle sortait les pages. Au début, elle n'a pas compris. Ses yeux ont parcouru trop rapidement, cherchant un sens qu'elle ne voulait pas trouver. Puis, sa bouche s'est entr'ouverte. Les papiers du divorce reposaient sur ses genoux comme une pierre jetée dans une eau calme. Daniel. Sa voix s'est brisée sur mon nom. Je sais, dis-je. Je sais depuis un moment. Elle a secoué la tête, serrant les pages comme si elle pouvait les déchirer en deux et changer la réalité. Ce n'est pas. On n'a pas besoin de faire ça. On peut parler. On n'a pas parlé depuis des mois. On a joué un rôle, et j'en ai fini de jouer. Elle a essayé de sourire, mais son sourire s'est effondré sous le poids de la panique. Tu n'es pas obligé de faire ça.
Tu as tort, dis-je, la voix égale. Si, je le dois. Elle a tendu la main sur la table, ses doigts effleurant le bois, désespérée maintenant. J'ai fait une erreur. J'ai été stupide. Je pensais que ça ne voulait rien dire. J'ai ri doucement. Alors tu n'aurais pas du tout risqué pour ça. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je suis revenu. J'ai essayé. Tu l'as vu, non? J'ai hoché la tête. J'ai vu une performance. Je t'ai vu cuisiner mes plats préférés et sourire quand tu pensais que je te pardonnais. Je t'ai vu essayer de construire quelque chose à partir de cendres. Mais Brianna, ce n'était pas de l'amour. C'était de la gestion de crise. Les larmes ont coulé dans ses yeux, mais je ne me suis pas adouci. Pas cette fois. Elle a dégluti difficilement. C'est à cause de lui? C'est une vengeance? J'ai secoué la tête. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de moi. De la façon dont je me suis laissé aveugler trop longtemps. De la façon dont je me suis plié jusqu'à ce que je me brise. Elle s'est penchée en avant, frénétique maintenant. Alors réparons ça. Non, dis-je. Tu n'as pas le droit de demander une réparation après avoir mis le feu. Silence. Même le tintement des couverts autour de nous semblait se taire. Puis j'ai prononcé les mots qui ont tout terminé. Ton patron avait un penchant pour les restaurants jusqu'à ce qu'il ait un penchant pour la prison. Son visage est devenu blanc. Je l'ai regardé former une question silencieuse, mais aucun son n'est sorti. Tu penses que les RH ont agi sur une rumeur, ai-je demandé à voix basse. C'était moi. J'ai tout envoyé. Je savais exactement ce que vous faisiez tous les deux. Je connaissais les réunions, la stratégie, la corruption. Elle m'a regardé, stupéfaite. Et puis elle a murmuré, pourquoi n'as-tu rien dit? Je l'ai regardé, stable. Parce que je voulais que tu me montres qui tu serais quand tu penserais t'en être sorti. Elle avait l'air anéantie. Je peux changer. Je ne veux pas que tu changes, dis-je. Je veux juste m'en aller. Elle a essayé à nouveau. Daniel, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je me suis levé, pliant ma serviette. Je ne pars pas. Je m'éloigne. Il y a une différence. Elle ne m'a pas poursuivi. Pas avec son corps en tout cas, juste avec ses yeux. Mais au moment où j'ai atteint la porte, je ne sentais plus son regard. Seulement le poids qui se soulevait enfin de mes épaules. Un mois a passé. Assez de temps pour que la poussière retombe, pour que les avocats échangent des documents, gèlent des avoirs et réassignent des souvenirs à des dossiers. Jonah a pris des nouvelles une fois. Bref, efficace. La branche est dissoute. Il est dehors. Elle est un dommage collatéral. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'en avais pas besoin. Parfois, la fin n'a pas besoin d'un résumé. Elle a juste besoin de paix. Vendredi soir, même restaurant, table différente. Mon col était ouvert, les manches retroussées. À côté de moi était assise quelqu'un de nouveau, Audrey. Un rire chaleureux, des yeux pensifs. Le genre de femme qui pose des questions et qui écoute vraiment les réponses. Nous n'étions pas amoureux. Pas encore. Peut-être jamais. Mais il y avait de l'honnêteté entre nous, et cela seul semblait assez rare pour s'y accrocher. Le serveur a apporté notre vin. Audrey lui a souri, puis a jeté un coup d'œil vers l'entrée. J'ai suivi son regard et elle était là, Brianna, les cheveux attachés, un tablier noir, un stylo derrière l'oreille. Elle marchait rapidement entre les tables, remplissant l'eau, souriant trop vivement. La posture était la même, mais l'énergie différente. Disparue, la démarche fluide, le charme sans effort. Elle m'a aperçu juste au moment où elle se tournait avec un plateau. C'est figé une seconde. J'ai cru qu'elle allait le laisser tomber, mais elle ne l'a pas fait. Elle est juste restée là, les yeux rivés sur les miens. Audrey n'a rien remarqué. Elle parlait de quelque chose. De voyage, je crois. J'ai hoché la tête, n'écoutant qu'à moitié. De l'autre côté de la pièce, Brianna a scié, a forcé un sourire crispé, puis s'est détournée. Pas de scène, pas de conversation, juste un regard qui disait tout. J'avais gagné, mais je n'avais pas l'impression de gagner. J'avais l'impression de survivre. Parfois, l'histoire ne se termine pas par une vengeance. Parfois, elle se termine par l'immobilité,
par le fait d'entrer dans une pièce qui contenait autrefois vos pires souvenirs et de réaliser qu'ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Par le fait de regarder dans les yeux de la personne qui vous a trahi et de ne rien ressentir du tout. Alors qu'Audrey attrapait son verre, elle a effleuré ma main. J'ai souri, non pas parce que j'avais tourné la page, mais parce que j'étais enfin libre de recommencer. Dehors, la rue était baignée d'or. La vie continuait. La ville se fichait de savoir qui avait autrefois brûlé ou qui avait reconstruit. Et honnêtement, moi non plus.